Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va revenir sur un autre maître de l'horreur, un de ceux dont la carrière a souvent été limitée à une seule chose, ses films de zombies, c'est George A. Romero. Sauf que George Romero, c'est pas que des films de zombies, il a fait quelques films à côté, même si en effet le gros du morceau tient dans ces films-là. Pour revenir sur lui, George Romero est né le 4 février 1940 et il est décédé assez récemment le 16 juillet 2017 à la suite d'un cancer du poumon. Le bonhomme commence sa carrière très tôt, puisque dès 14 ans, il commence à réaliser quelques courts-métrages. Par la suite, il va réaliser des pubs et quelques autres œuvres courtes. Mais il démarre au cinéma en 1968 sans être passé par le stade du court-métrage ou de la production ou d'autres choses. Il démarre directement avec un long-métrage. Et c'est un long-métrage qui deviendra rapidement culte, La Nuit des Morts Vivants. En 1968, donc, avec un budget très réduit, puisqu'il coûte à peine 114 000 dollars, le voilà qui réalise un film de zombies, et sûrement l'un des premiers films de zombies, tout du moins sous cette forme, vu au cinéma. Il y avait déjà eu des histoires de zombies, mais pas fait de cette manière, pas vu de cette manière. Donc pour raconter un peu l'histoire, on a Barbara et Johnny qui, comme chaque année, vont fleurir à la tombe de leur père. Sauf que dès que la nuit tombe, un homme assez inquiétant les attaque. Ils se réfugient dans une maison, et à partir de ce moment-là, ils vont voir des espèces de morts qui s'attaquent aux vivants. C'est plus ou moins les premiers zombies qu'on verra au cinéma. On n'est pas ici sur des infectés, mais bel et bien sur du zombie à l'ancienne, c'est-à-dire du zombie qui est lent, qui marche, qui est plus effrayant parce qu'ils représentent que parce qu'ils sont vraiment, ou parce que pour la menace qu'ils sont. Alors quand ils sont en nombre, effectivement, ils sont dangereux, mais seuls, ils apportent pas un vrai danger, sauf justement dans le cadre d'une maison fermée où les lieux sont réduits. Dans les rôles principaux, on retrouve Dwayne Jones et Judith Oddy. Pour le coup, Dwayne Jones a vraiment apporté au film, pour la simple et bonne raison qu'on a considéré que le film était un film anti-racisme, simplement parce que Dwayne Jones est noir. George Romero s'en défendra très longtemps en disant que s'il a sélectionné l'acteur, c'est uniquement pour ses talents en tant qu'acteur et pas pour autre chose. Paradoxalement, c'est cette explication qui rend le film encore plus antiraciste, puisqu'il, en l'occurrence, il montre qu'il n'y avait aucune once de racisme chez le réalisateur. Pour ce qui est de l'origine des zombies dans le film, on n'a pas beaucoup d'explications, hein. On soupçonne que ça puisse être une météorite qui soit tombée, mais il n'y a pas plus d'explications que ça. Il faudra noter tout de même que si vous souhaitez acheter le film, il faut faire très attention aux copies que vous achetez. Pour la simple et bonne raison que lors du dépôt du titre du film, ou tout du moins du deuxième titre, La Nuit des Morts Vivants, la personne chargée de faire le dépôt a oublié d'ajouter le copyright. Le film est donc tout de suite tombé dans le domaine public. Et il y a des tas de versions, des tas de suites non officielles, des tas de films assez dégueulasses qui sont sortis basés sur cette Nuit des Morts Vivants qui en elle-même reste un chef-d'œuvre du genre. Alors évidemment, ça a un peu vieilli aujourd'hui, hein, c'est du noir et blanc, c'est un film à tout petit budget, mais ça a vraiment fait date. Il y a encore des scènes assez marquantes dans le film, au point que le remake, qui en a été réalisé bien des années plus tard par Tom Savini, qui devait tout du moins participer aux effets de ce film-là, paraît aujourd'hui moins réussi, même s'il le copie quasiment en tout point. Notez que le remake est sorti donc en 90. La Nuit des Morts Vivants, ça reste un grand film du genre, un film à voir pour tous les amateurs, pour découvrir une œuvre fondatrice. An experience in shock, more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night of the living dead. Il faudra ensuite attendre 3 ans et l'arrivée de 1971 pour voir débarquer un nouveau film de George Romero, There's Always Vanilla, dont l'affiche est particulièrement réussie et particulièrement jolie. Pourtant, George Romero quitte ici définitivement le monde du fantastique pour s'orienter vers un film très différent qui raconte l'histoire de Chris qui est là d'une vie de bohème et qui va retourner dans sa ville natale où vit son père. Il va rencontrer une jeune femme avec qui il va vivre une romance jusqu'à ce que son irresponsabilité et son côté
artistes refassent surface et viennent tout remettre en question. Dans l'idée, c'est un pitch qui aurait pu être intéressant, mais on sent que c'est pas un genre qui est fait pour Romero. Il filme ça de manière très plate, très simple, et globalement, ce film peine à se montrer intéressant sur le long terme. Il y a quelques très jolis passages, quelques passages quasi poétiques, mais pour le reste, c'est un film assez mineur dans sa carrière, qui d'ailleurs est difficilement trouvable aujourd'hui, et qui n'a pas un énorme intérêt. On est sur un drame assez classique, une romance assez simple, qui est en plus entrecoupée de scènes quasiment d'interviews, qui donne à la chose un côté très documentaire et finalement assez peu emballant. C'est pas un mauvais film, c'est juste un film très moyen dont on serait passé sans trop de soucis. Oh, you maniac. Well, what are you gonna do, Chris? I'm pregnant. Hey, what are you doing? Dès l'année suivante, George Romero revient au fantastique avec le film Season of the Witch, qui reste aujourd'hui avec There's Always Vanilla un de ses films les plus méconnus, pourtant pas un film inintéressant. Season of the Witch, ça raconte l'histoire de Joan Mitchell, une femme au foyer comme tant d'autres, qui va se laisser tenter par la sorcellerie après avoir rencontré une médium. Alors le film n'a évidemment rien à voir avec le film avec Nicolas Cage, hein, qui n'en est absolument pas un remake ni rien du tout, même s'il a le même nom. Mais Season of the Witch, c'est un film plutôt réussi sur la sorcellerie, même si il peut paraître assez plan-plan, il peut paraître assez lent. C'est surtout ça en fait, le film paraît très lent par moment, d'autant plus qu'il se déroule dans très peu de lieux et qu'il dure plus de 2 heures. Pour autant, c'est un film qui est plus ambitieux qu'il ne le semble, et qui met en avant un type de sorcellerie pas aussi visuel que sur d'autres films. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la psyché, qui va étudier les personnages, qui justement, en l'absence de star, va se montrer parfois un peu lourd, étant donné la durée, mais qui reste malgré tout un film à voir si vous arrivez à le trouver, à vous le procurer et à donc pouvoir le regarder. Season of the Witch, c'est un bon film, assez méconnu du réalisateur, mais qui mérite d'être vu malgré tout. I don't know. You're the one. I'm a witch. Son of a. Cette fois encore, un an suffira à George Romero pour être de retour. Et il revient cette fois avec un film nommé The Crazies, traduit en France de manière assez étrange par La Nuit des Fous Vivants. Alors évidemment, c'est une référence à La Nuit des Morts Vivants, mais ça colle plutôt bien au film finalement. Alors, La Nuit des Fous Vivants, donc, ça raconte quoi? C'est la ville de Evans City qui va être envahie par l'armée après qu'un virus s'y soit répandu et qui il infecte à peu près tout le monde, les rendant totalement fous. Alors forcément, ça ressemble un peu à une histoire de zombies, sauf qu'ici, on a plutôt une vraie folie dans le film. C'est un film qui reste malheureusement un peu lent par moment, qui dure pourtant 1h45, ce qui n'est pas très très long, mais qui paraît parfois un peu long. Film tourné avec un tout petit budget de 275 000 euros, et aucun acteur connu au casting, même si on a quand même une apparition de Tony Scott. Pour les intéressés, le film a eu droit à un remake d'ailleurs en 2010, mais cette version originale, elle est quand même super intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle finalement elle reprend l'histoire d'un film de zombies et elle va plus ou moins donner envie à George Romero de créer plus tard son univers de zombies. Mais ici avec une histoire un peu différente, bien qu'elle en soit assez proche dans le démarrage et dans le traitement. Et d'ailleurs à noter que le film commence sur une maison en feu et que cette maison a vraiment pris feu, les pompiers étaient en entraînement, ils ont accepté que l'équipe filme la scène. La Nuit des Fous Vivants, c'est un très bon film, même si c'est pas le meilleur de George Romero. We're all
concerned with Evans City, Mr. Hawks. If we have to push the button, we just say the weapon went off. Get me the president. $3,614 people are trapped by an unknown enemy. 5 are on the run. Can they escape the spreading fury of the crazies? We can make it. I know it. Stop it! They're coming, David! David, they're coming. Move. We gotta get out of here. Jesus, man. And I want a weapon search of the entire town. Watch it, Bucky! This is exactly the kind of thing we're trying to prevent. A lethal terror snowballs into hell. In there. Madness runs rampant. We'll dope it out. Sooner or later. Sooner or later. The crazies. Il faudra ensuite attendre 4 ans pour revoir George Romero sur les écrans. Et il revient avec un film nommé Martin. Martin, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui est obsédé par le sang. Alors il viole et il tue des femmes et des hommes dont il boit le sang en leur taillant les membres au rasoir. Il est persuadé que son oncle est un vampire. Et au fur et à mesure du film, on va découvrir si en effet il est un vampire ou si simplement il est totalement fou. C'est une vision particulière du film de vampire que propose là Romero sur un scénario qu'il a lui-même écrit, mais que Dario Argento a retravaillé pour le montage européen. Cependant, le film, qui a coûté très peu d'argent, à seulement 80 000 $, c'est un film qui est assez lent, qui n'est pas un film de vampire au sens traditionnel du terme, et qui est peut-être un des meilleurs représentants du genre, tout du moins en imaginant le vampire dans la société d'aujourd'hui, ou tout du moins de l'époque en 1977. Ce personnage, on va jamais vraiment savoir s'il est fou ou s'il est réellement un vampire, mais la façon dont l'histoire est traitée a quelque chose de très viscéral et de finalement très forte. Même s'il y a quelques lenteurs, même si c'est pas le meilleur film du réalisateur, c'est un film qui est très intriguant et très intéressant. Il faut noter qu'il n'y a aucune star au casting, on croise rapidement Romero dans un petit rôle et Tom Savini également. Mais surtout, on y croise Christine Forrest qui se mariera avec George Romero 3 ans plus tard. Ils se rencontraient sur le tournage du film. Une belle histoire pour un film qui est lui aussi a ses beaux moments, des moments parfois quasi poétiques, au milieu d'une œuvre finalement assez crue, assez dure, mais qui est assez réussie également. I have needles now. I can use them. I can put them to sleep. And it doesn't hurt. Martin, another kind of terror. I would like to be like everyone else. I have to do things that I don't necessarily like to do, but I want to stay alive. I do need blood. From the director of Night of the Living Dead, Martin, another kind of terror. En 1978, George Romero revient à un type de film qui a fait son succès, qui a lancé sa carrière, le film de zombies, avec une suite plus ou moins de La Nuit des Morts Vivants. Nommé Le Crépuscule des Morts Vivants pendant un temps, le film s'appellera finalement Zombie, ou Dawn of the Dead en VO, donc Le Crépuscule des Morts Vivants, ou plutôt L'aube des morts. En l'occurrence, le film possède plusieurs versions. Une version de 117 minutes pour le montage européen, une de 126 minutes pour le montage américain, une de 139 minutes en Director's Cut et une de 156 minutes pour la version longue allemande. Le film a bénéficié ainsi de nombreuses versions. Dario Argento a travaillé sur la version européenne,
mais il raconte toujours plus ou moins la même histoire. Cependant, c'est le style qui va différer. L'histoire, c'est celle de zombies donc, qui ont envahi la Terre, mais on a des survivants qui vont se réfugier dans un centre commercial. Ça paraît aussi simple que ça, le film sera reconnu comme étant un sommet du gore, et comme étant un monument de divertissement, sans oublier une vraie valeur politique, une vraie valeur métaphorique du film, puisqu'on y voit la fin de la société finalement avec des morts qui restent dans ce centre commercial qui se déplacent comme des zombies. Donc, en l'occurrence, ça en est, mais ça représente bien la société telle qu'elle est à ce moment-là. Notez également que la musique est modifiée puisque les Gobelins travaillent sur la version européenne, ce qui n'est pas le cas de la version américaine. On pourra noter aussi la qualité des effets visuels, des maquillages et autres, qui sont signés Tom Savini, qui notamment réalisera le remake de La Nuit des Morts Vivants. Zombie, c'est un des sommets du film de zombies, justement. Il possède un nom qui est classique. Ken Foree, qui joue dans le film, deviendra d'ailleurs une star du genre et une star grâce à ce film, tout du moins une star dans le genre. Et ça reste aujourd'hui un film qui, s'il peut sembler un peu long, puisqu'il atteint des fois plus de 2 heures, et surtout un monument en termes de fureur finalement, puisque le film se lâche totalement et se fait sacrément plaisir dans le genre film de zombies. Zombie, c'est un film à voir absolument dans ses différentes versions pour se faire une idée des modifications qu'il y a pu y avoir au fil des années. Lorsqu'il n'y a plus de place en enfer, les morts reviennent sur Terre. Zombie, une sélection René Château. Mise en scène par Georges Romero, le metteur en scène du classique de l'épouvante. Après le tournage de Zombie, Romero passe à toute autre chose, avec la sortie en 81 d'un très long film qui dure près de 2h30, Night Riders. Le film a beau être long, ce sera un gros bide du point de vue commercial en tout cas. Parce que du point de vue artistique et du point de vue purement cinématographique, c'est plutôt un très bon film. Night Riders, ça raconte l'histoire de Billy, qui est le mentor d'une troupe ambulante de motards qui va de ville en ville pour présenter un spectacle de joutes motorisées qui s'inspire des joutes médiévales. Et en tant que roi, on retrouve Ed Harris, qui sera un des premiers acteurs vraiment connus qu'engagera le réalisateur. Casting du film, on retrouve aussi Ken Foree, qui sort tout droit de Zombie, Tom Savini, de nouveau présent, mais aussi, plus surprenant, Stephen King et sa femme Tabitha King. Il faut dire que Georges Romero, au cours des années, essaiera souvent de travailler avec Stephen King. Il développera une version du Fléau, par exemple, pour la télé. Il sera envisagé à la réalisation des Vampires de Salem, mais il mettra énormément de temps avant de concrétiser tout ça. Ça restera toujours cependant un très bon ami de l'auteur. Night Riders, c'est un film qui est surprenant par son mélange d'inspiration médiévale et motorisée. C'est un film qui est unique en son genre et qui aura tendance à vouloir pousser à la révolte. Ce qui était surprenant au début des années 80, moins à la fin des années 70, le réalisateur restant donc dans une thématique très années 70. C'est un film qui n'est pas forcément facile à trouver, facile à voir aujourd'hui. Pourtant, c'est vraiment une réussite et je vous conseille vraiment de voir Night Riders si vous en avez l'occasion. As long as someone believes. This isn't just a roadside carny anymore. Not for some of us. It's a lot more than that. It's a whole lot more. You know that, Morgan. You guys is the most fun I got in my life. I just don't want to see you all break up. You think it's breaking up? It's money, Billy. It's all to do with money. Money makes the world go around, even your world. Small-town jails is, uncomfortable places. Damn uncomfortable. Throw down the gauntlet. Take up the challenge. A new age begins. Romance and adventure live. Night Riders. The legend is born. Il faut donc attendre 1982 pour retrouver la première collaboration à l'écran entre Georges Romero et son ami Stephen King. En l'occurrence, ce sera pour le film Creepshow, un film qui s'inspire des EC Comics, des comics gore qui étaient publiés à une époque, et qui va se baser sur des nouvelles de King pour développer 5 courts-métrages qui seront donc intégrés dans une anthologie. Creepshow, ça comporte donc 5 segments, dont voici les noms.
Il s'agit de La Fête des Pères, La Mort solitaire de Jordi Verrill, Un truc pour se marrer, La Caisse et Ça grouille de partout. Alors, certains sont inspirés de Stephen King, pas tous, mais en tout cas, tout a été écrit par Stephen King. Au casting, on retrouve plusieurs acteurs reconnus. On retrouve Joe King, ou plutôt Joe Hill, le fils de Stephen King, qui n'est pas un acteur reconnu, mais qui joue dans le film. On a aussi Tom Atkins, Tom Savini, Ed Harris, Stephen King lui-même, qui joue dans le deuxième segment, La Mort solitaire de Jordi Verrill, Leslie Nielsen, Ted Danson, Al Holbrook, Adrienne Barbeau. Bref, des noms relativement connus pour ces différentes histoires. Alors, pour résumer un peu les histoires, on retrouve un vieux qui sort de sa tombe pour aller chercher son gâteau de fête des pères, on a un fermier plutôt simple d'esprit qui va être envahi par une herbe, un mari jaloux qui va noyer sa femme et son amant, un monstre sous un escalier d'une université, ou encore un PDG qui va être envahi de cafards. Bref, des histoires typiquement signées King, et qui vont ici être intégrées dans un film vraiment très réussi. On retrouve un côté très années 80 forcément dans ce film d'horreur. Film d'horreur qui dure 2 heures, mais duquel on se lasse pas justement pour son côté anthologique. Creepshow, c'est une réussite qui aura donné lieu d'ailleurs à 2 suites. Bon, on oublie souvent la deuxième parce qu'elle est totalement ratée. Et qui a donné lieu récemment à un reboot. En tout cas, je vous conseille vivement de revoir Creepshow, ça n'a pas tant vieilli que ça et ça reste vraiment très réussi. Où est mon gâteau, Pédélia? En 1985, George Romero revient sur ses films de zombies, cette fois-ci avec Le Jour des Morts Vivants. Après la nuit et le crépuscule ou l'aube, c'est au temps du jour de faire son entrée. Le film revient donc sur une apocalypse zombie. Après un cataclysme nucléaire, les morts vivants ont envahi la planète. Mais un groupe de savants et de militaires a réussi à y échapper et ils vivent à l'abri dans un silo. Sauf qu'ils vont commencer un peu à se disputer et à créer 2 camps. Une nouvelle fois, alors que les zombies envahissent la planète, Romero préfère étudier les humains et montrer que finalement, ils sont plus dangereux pour eux-mêmes que les zombies. Ce qui n'empêche pas le film de regorger d'effets gore très réussis par Tom Savini, de nouveau, et d'être une grande réussite. Le film n'est pas si long que ça, il dure 1h40. Au casting, on retrouve Laurie Cardi, par exemple, ou des noms peut-être moins connus. Greg Nicotero fait une apparition. Mais ça reste quand même un des films les plus réussis dans son genre une nouvelle fois. Alors on pourra noter qu'on retrouve notamment un mort-vivant plus ou moins domestiqué, nommé Boubou, qui lit même un livre, ou tout du moins on lui donne un livre. Ce livre, c'est Salem de Stephen King, donc on retrouve une nouvelle fois Stephen King dans un film de Romero. Il y a eu un remake du film en 2008 qui est assez méconnu et qui est assez mauvais d'ailleurs. Pour le reste, ce film original est une vraie réussite, qui montre une nouvelle fois les qualités de Romero, non seulement pour son aspect politique, mais aussi pour le côté film d'horreur. Comme je vous dis, il y a des effets qui sont absolument incroyables et saisissants dans le film. Le Jour des Morts Vivants, c'est une nouvelle réussite dans le domaine du film de zombies pour le réalisateur, une nouvelle réussite pour le réalisateur de toute façon. Il fera pas que ça dans sa carrière, mais c'est un film à voir absolument. Very nice, you know. That wasn't very nice at all. You can just sit there in the dark, think about what you've done. Think about it. Think. The dead shall have their day. Day of the dead. Extraordinary, isn't it? En 1987, George Romero est de retour, cette fois-ci à l'écriture d'un film. Il s'agit du Creepshow de Michael Gornick, qu'il écrit toujours d'après Stephen King, et qui est un film nettement moins réussi que le premier, même s'il reste quelques bonnes histoires ici et là.
En 88, George Romero est de retour à la réalisation d'un film. Il s'agira d'un film nommé Monkey Shines en VO, Incident de parcours en VF. Est-ce que c'est un titre prémonitoire? Eh ben pas vraiment, puisque ça fait partie de ces très très bons films. Il sort ici totalement du film de zombies pour raconter l'histoire de Alan Mann, un étudiant en droit relativement doué, mais qui va voir son avenir brisé par un accident qui va le laisser tétraplégique. Il commence à faire une dépression, mais un de ses amis va lui offrir un singe qu'il prénomme Ella. Alan va tout doucement reprendre goût à la vie, mais le singe va développer un comportement agressif envers tous ceux qui s'approchent de lui. Tiré d'un roman de Michael Stewart, le film est emmené par Jason Begg, et on trouve aussi Stanley Tucci au casting et Stephen Root. C'est un film qui est vraiment très réussi dans le sens où il oscille entre le fantastique et le drame, sans tomber totalement ni dans l'un ni dans l'autre. Il trouve une espèce de juste milieu absolument parfait. Il profite aussi d'un casting tout à fait bien vu, d'une musique bien gérée, enfin, tout est réussi dans Incident de parcours. C'est bizarre que le film soit aujourd'hui quasiment totalement oublié. Il y a un épisode de Malcolm quand même qui lui rend hommage. Mais pour le reste, c'est un film qu'on oublie très souvent quand on cite la carrière du réalisateur, alors que ça fait partie de ses films les plus réussis. Incident de parcours, c'est un film que je vous conseille énormément d'essayer de le trouver. Il se trouve pourtant assez facilement. De le visionner et de constater donc que Romero, c'était pas que le réalisateur de films de zombies. With the instinct to kill. What the hell are you doing to her? Ella is getting out of the house, and I'm getting out with her. You do know that that's impossible. Man is the only animal capable of murder. Ella, no! Until now. She did it for me. Did it because I wanted it done. Stop it! From the director of Night of the Living Dead, George A. Romero, the master of terror and suspense. You're not gonna hurt me. I'm part of you. Monkey Shines, a new leap into... Et alors qu'un nouveau Creepshow est envisagé, Romero et toute son équipe ne trouvent pas vraiment les financements pour le mettre en place. Cependant, ils vont pouvoir. Romero va se mettre à écrire quand même un film qui sortira en 89, qui est plus ou moins une suite de Creepshow, qui s'appelle Dark Side, les contes de la nuit noire. En réalité, il s'agit plutôt d'un dérivé d'une série télévisée qui s'appelait Histoire de l'autre monde. Dark Side sera d'ailleurs accueilli plutôt tièdement. En 1990, George Romero est l'un des deux réalisateurs de l'anthologie Deux yeux maléfiques, dont l'idée avait été lancée par Dario Argento. C'est d'ailleurs avec lui qu'il réalisera le film. Lui réalise donc une des deux nouvelles, les deux étant inspirées de Edgar Allan Poe. En l'occurrence, il réalise La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar. Donc l'histoire, c'est celle de Monsieur Valdemar qui est en train de mourir. Du coup, sa jeune femme et son amant vont voir leur plan contrarié. Valdemar va être hypnotisé et va se mettre à traquer le couple. Voilà une histoire assez simple et un film assez dispensable, il faut bien le dire. Le film n'ayant pas grand intérêt. George Romero l'a bien scénarisé, mais il n'apporte pas grand chose à sa carrière. Il tourne avec un tout petit budget et on a beau retrouver Adrienne Barbeau et Tom Atkins au casting. Ça reste un petit film qu'on oublie assez vite. Pas grandement mauvais, juste assez oubliable et un film assez mineur dans la carrière du réalisateur. De toute façon, le projet n'était pas prévu pour accoucher deux chefs-d'œuvre. Le résultat est là, il existe, mais on l'oubliera bien vite. You killed her. And I didn't kill her! Yes, you did. It's a fucking cat! Meow! Meow! Evil eyes. Robert! Robert! Wake up! Probe into your nightmares. It was his cousin. You know why he did it? To pull her teeth out. All 32 of them. Drag your anxieties out of their darkest hiding place. He couldn't have been dead. Plunge into panic. Whoever dares challenge their malignant power. You're gonna wake you, Valdemar! Two evil eyes. And discover how terrified you are of your own fear. En 90 toujours, il participe tout de même à l'écriture du remake de son propre film La Nuit des Morts Vivants, et il joue également les acteurs dans Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme. En 92, Romero parvient enfin à atteindre l'un de ses objectifs, adapter un roman de son ami Stephen King. Il avait déjà essayé plusieurs fois avec
avec les vampires de Salem, avec le fléau. Ça avait toujours échoué. Cette fois-ci, il y arrive en adaptant La Part des Ténèbres. Alors, je ne vous cache pas que La Part des Ténèbres, c'est pas mon roman préféré de King. Et le film fait partie des œuvres un peu faibles de Romero. Même si je le trouve peut-être un peu plus réussi que le roman sur certains points. Le film raconte l'histoire, comme le livre d'ailleurs, de l'écrivain Tad Beaumont, qui écrit des romans un peu durs, un peu sanglants, un peu violents, sous le pseudo de George Stark. Un jour, il en a marre et décide d'organiser l'enterrement de George Stark, de le mettre en scène, ce qui lui offrira un peu de pub. Sauf que bientôt, les gens de son entourage vont se mettre à mourir dans des circonstances assez horribles, et qu'il va se rendre compte que finalement George Stark a peut-être bien une vie et qui est décidé à se venger. Au casting du film, on va retrouver Timothy Hutton, Michael Rooker, et au-delà de ça, peu de noms vraiment connus. Pour autant, Romero parvient à torcher un film qui dure à peu près 2 heures, tout en adaptant lui-même le roman de King, mais le résultat est assez peu convaincant. Timothy Hutton joue bien les deux personnages, Tad Beaumont et George Stark, mais on devine rapidement le fin fond de l'affaire. Et on s'intéresse assez peu à ce film qui est un peu lent, sans grand intérêt, et qui sent un peu le déjà-vu, et ce même lorsqu'on le voit la première fois, qu'on ait lu le roman ou pas. Globalement, Romero est assez peu inspiré sur cette adaptation. Il en fait pas un mauvais film, il en fait un film même assez bon, mais un peu trop fade, un peu trop prévisible, un peu trop déjà-vu finalement. La Part des Ténèbres, c'est un film qui restera pas dans la carrière du réalisateur, et ce, même si on peut le regarder une fois sans déplaisir. He served his purpose. Time to lay him to rest. But George is not about to go quietly. You really don't realize what you like when you write those books, do you? It's like watching Jekyll turn into Hyde. We're here to question you in connection with a capital crime. Evidence says you did it. George Stark has somehow come to life. Hello, George. I can come closer to believe a ghost story than this. You're talking about a man who never was. He wants to take over your life. Can't you see that? Based upon a book by Stephen King, comes George A. Romero's masterful vision of a nightmare come true. Are you ready? Just waiting on you. The Dark Half. Suite à cela, pendant 8 ans, on ne verra plus George Romero. Ou alors, on pourra le voir. Il faudra attendre 4 ans, mais ce sera pour la sortie d'un roman jeunesse. Aussi étonnant que ça puisse paraître, un roman nommé Le Petit Monde d'Umongo Dongo. Par contre, pour le revoir au cinéma, il faudra attendre l'an 2000. Après La Part des Ténèbres, en 92, il faudra attendre 8 ans avant de retrouver George Romero dans un film sur un grand écran. Ou plutôt derrière la caméra pour réaliser un film. Ce film, ce sera Bruiser. Bruiser, ça raconte l'histoire d'Henry Credlow qui va se réveiller un matin sans visage. Il va réaliser qu'il vient de perdre son identité, ni plus ni moins. Et il va décider de se lancer dans une expédition vengeresse pour abattre tous ceux qui l'ont humilié jusque-là. Bruiser, c'est un film qui compte au casting Jason Flemyng, Peter Stormare, Leslie Knope ou encore Tom Atkins. A priori, ça paraît pour être plutôt un bon film. Sauf que, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais le film est globalement raté. Il n'est pas honteux, il n'est pas totalement nul, il part même plutôt bien, mais il y a un moment donné où ça bascule et le film est globalement sans intérêt. Il se transforme presque en slasher bas de gamme. Alors encore une fois, il y a quand même les qualités de Romero. On retrouve tout de même sa qualité de mise en scène, on retrouve sa qualité de direction d'acteur, et une vraie envie des acteurs de faire du bon boulot et du réalisateur de faire un bon film, forcément. Mais ça prend jamais. Bruiser, ça ressemble à un film de super-héros à bas budget, en plus ça dure qu'1h40. Ça va pas aussi loin que ça aurait pu aller dans justement la question de l'identité. Et ça se limite vraiment à rester en surface et à proposer un film, un thriller un peu horrifique et malheureusement pas très haut de gamme. C'est pas un film raté, c'est juste un film très moyen, ce Bruiser. Allez tous en piste!
Toi? Et en 2003, il faut quand même en parler, Romero sera quand même crédité comme scénariste de L'Armée des Morts, le remake donc de son Zombie. En réalité, il n'y est pas vraiment scénariste, mais c'est basé sur son scénario. L'échec de Bruiser va pousser George Romero à se mettre une nouvelle fois en retrait, et ce pendant 5 ans. Mais lorsqu'il reviendra, ce sera au grand bonheur de ses fans, avec un nouveau film de zombies, et il démarre même une nouvelle trilogie. Ce film, c'est Land of the Dead, ou Le Territoire des Morts en français. C'est pas son film de zombies le plus connu au jour d'aujourd'hui, pourtant c'est un film de zombies assez réussi, et ce même si c'est pas son meilleur, loin de là. Au casting du film, on retrouve Simon Baker, John Leguizamo, Dennis Hopper, Asia Argento, ou même de courtes apparitions, des caméos de Tom Savini, et même Simon Pegg et Edgar Wright, dont George Romero avait adoré le Shaun of the Dead. Ici, le film va pourtant changer de ton, puisqu'on va suivre des humains, dans un avenir pas si lointain, qui sont barricadés dans une ville bunker, alors que tous les zombies sont à l'extérieur. Mais ce qui se passe, c'est que ces zombies sont en train de se structurer, de créer une nouvelle société. On n'a plus les zombies bêtes qui ne font qu'avancer et manger des cerveaux, cette fois-ci, ils commencent à avoir un peu de réflexion. Ça va changer beaucoup de choses, et ça va surtout faire donc de Land of the Dead un film très différent des précédents films. Déjà cette fois, il est en couleur contrairement au premier, cependant il s'ouvre quand même sur des images en noir et blanc, pour reprendre ensuite des dialogues tirés des émissions du film Zombie. Il est donc directement lié à la première trilogie, mais il s'en montre très différent, avec un film d'action qui a coûté plus cher, avec des acteurs plus reconnus au casting, même si Simon Baker n'était pas si connu que ça à l'époque, il n'avait pas encore fait Mentaliste. Et un film qui globalement se suit très bien, même s'il lui manque ce supplément d'âme qui en aurait fait un film vraiment à part. Ça reste un bon film, mais il lui manque ce petit quelque chose, il peut être trop actuel finalement pour fonctionner totalement. Reste que c'est un bon retour pour Romero, un bon retour à ses films de zombies, et on a apprécié ce nouveau départ finalement. Il se dirige vers la ville. J'ai que dalle par ici. Il communique, il pense. Land of the Dead, le territoire des morts de George et Romero. Ces zombies, mec. Me foutent ta pétoche. Trois ans plus tard, en 2008, Romero est de nouveau de retour, et de nouveau avec un film de zombies, sans qu'il a visiblement compris que c'est tout ce que les producteurs attendaient de lui. Et donc il met toute sa force dedans, avec cette fois-ci Diary of the Dead, ou Chronique des morts vivants en France. Pour la première fois, Romero va tourner un found footage, mais qui va intégrer cette fois à sa saga des zombies, notamment en faisant une critique acerbe des médias. On y suit des étudiants en cinéma qui tournent un film d'horreur à petit budget, et lorsque la nouvelle tombe, les zombies arrivent, les morts reviennent à la vie. Témoins du chaos, ils vont filmer ce qu'ils voient, et vont être eux-mêmes aux prises avec divers zombies. Contrairement à la majorité des found footage, le film a donc une critique assez importante qui est même au centre du film, et surtout, il est fait par un vrai réalisateur qui sait s'en servir et qui sait bien faire les choses. D'ailleurs, The Dead est bien au-dessus de la majorité des found footage qui existent. Alors, bien évidemment, il y a les mêmes types de soucis, c'est-à-dire des fois un manque de cohérence, des fois on sent que c'est petit budget qui est derrière, 2 750 000, ça reste un petit budget, mais le résultat est plutôt convaincant, plutôt réussi, et même meilleur que Land of the Dead par exemple. Au casting de ce film, on ne retrouve pas d'acteurs réellement reconnus, on a Michelle Morgan, Joshua Close ou Sean Roberts qui jouaient dans le film précédent d'ailleurs. C'est surtout dans les seconds rôles, dans les caméos vocaux, puisqu'en fait on va avoir des présentateurs de nouvelles ou des présentateurs radio qui vont prendre des voix de gens assez reconnus. Et même si George Romero fait lui-même un caméo visuel, on y croise également Wes Craven, Guillermo del Toro, Tom Savini, Simon Pegg, Quentin Tarantino ou bien évidemment Stephen King.
Globalement, Diary of the Dead, Chronique des morts vivants, c'est un film plutôt réussi. Ça s'intègre bien à la saga des zombies. Et c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Who dies is gonna come back and try to kill somebody else. There'll always be people like you. Wanted a document wanting to record sort of diary. We, Tokyo, very bad here. It's time we left this place. Every time we walk in somewhere, somebody dies. Et c'est en 2009 que George Romero nous offrira son dernier film. Et c'est de nouveau un film de zombies. Mais il faut savoir qu'à la base, ça ne devait pas être un film de zombies. Romero avait écrit un film sur une guerre entre deux familles dans un coin reculé des États-Unis ou sur une île perdue. Et le propose à plusieurs producteurs. Les producteurs refusent tous le projet. Pour une raison simple, ils veulent un film de zombies absolument. Romero va donc rajouter quelques zombies dans son film. Mais c'était pas du tout à l'origine le but du film, ce qui explique que les zombies sont très entrés dans Survival of the Dead. Survival of the Dead, ça raconte donc l'histoire d'une guerre, d'un conflit entre deux familles, les Muldoon et les O'Flynn, sur l'île de Plume. Et forcément, des morts-vivants ont été rajoutés sur l'île pour pouvoir tourner le film. Le film a été tourné avec un budget très léger et ça sent, les quelques effets visuels sont assez dégueulasses. Et honnêtement, le film est pas le meilleur de Romero. C'est un film qui est assez moyen, mais du genre moyen plus. On n'y passe pas un mauvais moment et on comprend les intentions du réalisateur, mais on sent qu'il a eu beaucoup de mal à réaliser ce film, qu'il n'a pas forcément été soutenu. Et dans le résultat, ça se ressent. D'ailleurs, il n'y a aucun acteur connu au casting. Pour autant, les acteurs font globalement le boulot, les seconds rôles ont un peu plus de mal. Mais pour un dernier film de la saga des zombies, on peut être un peu déçu, étant donné que c'est vraiment pas un film qui était prévu pour ça. Reste que le film s'est fait totalement descendre à sa sortie, alors qu'il n'est pas si honteux que ça. Si on retire les zombies, si on retire toute la partie zombiesque du film, globalement on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un scénario, qu'il y a une idée. Mais le résultat déçoit un peu pour un réalisateur qui a tant fait pour le genre. Dommage donc que ce soit le dernier film du réalisateur. There's no way out. Will one of you give me some more bullets for this gun? Dans les années qui suivent, on le retrouvera malgré tout à plusieurs postes pour d'autres projets. On le retrouvera notamment en 2009 également à la production du film Scream Show. On le retrouvera également en 2011 à la production du film Scream Show 2, où il jouera d'ailleurs également les acteurs. Un film réalisé entre autres par Jeff Monahan, Matt Walsh et Tom Savini. Mais là où on va le retrouver véritablement, c'est à partir de 2014, pour un comics cette fois, un comics nommé Empire of the Dead. Il sortira 3 tomes en 2014, 2015 et 2016. Il a écrit les scénarios de ces histoires, et on y retrouve de nouveau des zombies forcément, mais pas seulement, puisque cette fois-ci les zombies vont croiser des vampires. Et il reste des humains au milieu de tout ça. Évidemment, les vampires sont pas très fans des zombies, puisque les zombies tuent les humains et que les vampires ont besoin de sang pour vivre, et donc d'humains. Donc en l'occurrence, le comics va être très intéressant, et va vraiment relancer, fait partie intégrante finalement de cette saga des zombies, puisque les vampires en soi sont des zombies plus intelligents que les autres, ni plus ni moins. Et donc grâce à ces 3 tomes, il va quand même réussir à se faire une place. Alors est-ce que d'autres tomes auraient dû voir le jour? Peut-être, mais on ne le saura jamais vraiment, puisque le dernier tome est sorti en 2016 et que George Romero nous a quittés en 2017 à 77 ans d'un cancer du poumon. Alors si aujourd'hui son fils Cameron Romero essaye de relancer le souvenir du père en produisant notamment un préquel de La Nuit des Morts Vivants,
George Romero restera essentiellement connu pour ses films de zombies, au point qu'on le retrouve un peu partout dans la pop culture. On l'a notamment vu apparaître dans un Call of Duty sur une map zombie. On l'a vu évoqué dans Saints Row the Third, ou encore dans Lollipop Chainsaw, dans Dead Island, dans des romans, dans d'autres films évidemment, dans des séries. Dans les zombies par exemple, ceux qui ont perdu leur intelligence sont appelés des Romero. Bref, on le retrouve un peu partout dans la pop culture, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué de son empreinte le genre, mais on aurait tort de le limiter aux films de zombies. Il a fait plus, et je pense qu'il aurait pu faire encore plus si on lui en avait laissé l'occasion. Reste que George Romero reste un grand réalisateur, qui a eu quelques ratés, mais ça restait un réalisateur de talent. Si vous avez vu et aimé ces films, je vous invite à dire ce que vous en avez pensé en dessous de cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à tous.